Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film des studios Ghibli. Pas le plus connu, mais un qui a fêté ses 30 ans il y a peu, sorti donc en 1995, Si tu tends l'oreille, ou en version originale Mimio Sumaseba, qui est réalisé par le regretté Yoshifumi Kondo. Alors c'est pas son seul travail, il avait fait un film Little Nemo avant, il était animateur clé pour le studio avant, et il le sera même après ce film, avant de décéder subitement d'une rupture d'anévrisme. Miyazaki en avait fait son successeur, d'ailleurs quand il est décédé, ce monsieur Hayao, lui, a pris beaucoup de recul avant de revenir. Il faut savoir que Yoshifumi Kondo avait travaillé sur Kiki la petite sorcière, on peut y voir peut-être quelques parallèles ici, et aura aussi mis la main à la pâte dans Princesse Mononoke. Et je pense que ce film lui doit beaucoup. Il s'agit ici d'une adaptation d'un manga écrit par la mangaka Aoi Hiragi qui, par la suite, en fera une suite spirituelle, Le Royaume des Chats, elle-même portée à l'écran par le studio Ghibli, dont j'ai déjà parlé il y a quelques années sur la chaîne. Et à l'époque, je devais enchaîner, alors dans le mauvais sens, mais c'est pas grave, avec Si tu tends l'oreille, que j'ai vu. Donc là, c'est une relecture. Alors si j'en avais pas parlé à l'époque, c'est que j'avais l'impression de ne pas être totalement rentré dedans. Je préfère préciser cela ici parce que je vais revenir sur ce point. Et nous sommes ici donc dans une sorte de romance sentimentale, certes, qui se déroule dans les années 90, donc contemporain de la sortie du film, dans pas le Néo-Tokyo, on pourrait rire de cela, c'est pas Evangelion non plus, mais dans la ville nouvelle de Tama, avec ses collines, d'ailleurs, qui nous permettront de prendre de la hauteur vers la fin, je reviendrai sur ce point. Et on va y suivre une jeune adolescente de 14 ans, qui s'appelle Shizuku, qui lit beaucoup. Elle est en pleine vacances estivales, donc elle profite, si vous voulez, mais elle est un petit peu dans son monde, tant et si bien qu'elle va fantasmer un garçon qui aurait emprunté les livres avant elle dans la bibliothèque, un certain Seiji. Et elle va tenter de découvrir qui est ce mystérieux garçon. Peut-être en espérant tomber amoureuse d'elle. On est vraiment dans une sorte de conte quasi réaliste, là, enfin, il y a quelque chose d'étonnant. Donc elle passe ses meilleurs moments avec sa meilleure amie, qui s'appelle Yuko, qui elle-même est amoureuse d'un garçon qui joue au baseball. Celui-ci semble épris de notre héroïne. Donc vous pouvez imaginer les petits rebondissements. Mais on va aller au-delà de ça, on va surtout se centrer sur cette jeune fille qui a une grande sœur qui rentre dans la vie active, qui a une famille à la japonaise parfaite, avec le père qui travaille, mais la mère aussi, qui pour le coup d'ailleurs a repris ses études, il me semble, mère au foyer, qui quand même veut aussi s'insérer socialement dans la société. C'est très important parce que ça va avoir un écho et une importance dans le destin d'une Shizuku qui, elle aussi, cherche sa place. Sur le plan sentimental, oui, mais par rapport à peut-être des études qu'elle veut faire ou peut-être s'engager dans la voie artistique. Comme elle lit beaucoup, à un moment, elle va se poser la question et peut-être essayer d'écrire. Écrire en étant inspirée par cette fameuse statue du chat baron, on va l'appeler comme ça, Humbert von Gickingen, qu'on verra dans le Royaume des Chats. Il y aura une histoire parallèle de ses origines là-dedans. Et justement, Shizuku, en cherchant le garçon, elle va suivre le chat. C'est pas le lapin blanc d'Alice là, mais c'est le chat Muta ou Moon, parce qu'il a deux noms en fait, mais bon, Moon, parce qu'il ressemble à une lune. Muta, ce sera plutôt le nom qu'il aura dans le Royaume des Chats. Et il s'avère que ce chat appartient à un bibliothécaire qui va être le grand-père du garçon qu'elle va retrouver. Ce garçon mystérieux des livres qu'elle a rencontré avant, un peu bizarrement sur un banc, et qui s'est un peu moqué d'elle sur une chose, c'est qu'elle travaille sur une version japonaise de la fameuse chanson de John Denver, Country Roads, que vous entendez d'ailleurs en fond musical, et qui va parcourir en tant que thème principal du film, sur une composition globale d'ailleurs de Yuji Nomi, qui avait fait ici son premier travail en solo après avoir beaucoup collaboré avec monsieur Sakamoto, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est intéressant de voir un petit peu ici comment les choses se mettent en place. Donc c'est un Ghibli différent. C'est pas Takahata, c'est pas Miyazaki. C'est un style qui d'ailleurs est un petit peu à part. On pourrait le rapprocher à Souvenir goutte à goutte, si vous voulez, sorti avant, mais on est plutôt dans une sorte de fable moderne là, et si
citadine, oui, sur donc, ces questionnements adolescents, amoureux et professionnels en construction. Et en effet, je n'avais pas vraiment apprécié la première fois, dans le sens où j'avais trouvé ça un poil sirupeux, et en fait, c'est le genre de long métrage d'animation que je voyais un peu tard. À un moment, voilà, je suis moins attiré par le côté fleur bleue de ces belles histoires japonaises, hein, ou pas que japonaises d'ailleurs, mais qu'on peut voir souvent dans des animés ou des films d'animation. Et en le revoyant, bah, je confirme que c'est pas du tout mon Ghibli préféré. J'y vois un immense potentiel cependant d'un premier film qui pose déjà sa patte. C'est-à-dire que au moins l'intérêt de celui-ci, c'est de voir un Yoshifumi Kondo qui tentait un peu autre chose. Malheureusement, il n'a pas pu ensuite poursuivre. Alors c'est bizarre parce que quand on y pense, il est décédé en 98. Donc il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Mais maintenant que je réfléchis sur ce point, il a été un des animateurs clés bien en avance sur Mononoke qui devait être en projet avant que peut-être Miyazaki l'abandonne pour y revenir après. Parce que voilà, parlant de la bio du monsieur, parce que j'ai vu ça sur Wikipédia bien sûr, je me rends compte qu'il avait beaucoup storyboardé des choses et que après ses travaux auront quand même une importance par la suite quand Miyazaki fera son retour. Mais on voit surtout qu'il a pris un grand soin dans la réalisation et dans l'animation et bien sûr le storyboarding, hein, parce que j'ai pas d'autres mots là, voilà, les décors, les lumières, les couleurs, d'une œuvre qui s'avère très poétique, et oui, très romance. Ça c'est sûr par contre. Mais ça me dérange moins qu'à la première lecture. Ce qui va bizarrement plus me chiffonner là en le revoyant, ce sont les thématiques qui sont très à la japonaise, mais qui restent plus ou moins dans une forme de surface, et de quelque chose que je trouve d'assez conservateur. Bon, ça c'est mon point de vue personnel, hein. Le film a le droit de l'être, et puis bon, c'est les années 90, c'est le Japon. Donc voilà. Après, j'ai du mal à m'intégrer à ces atermoiements d'adolescents là, ainsi présentés. J'ai beaucoup plus apprécié dans d'autres films, par exemple Makoto Shinkai peut-être le fait un peu mieux à mes yeux à ce niveau, hein. Mais bon, après voilà. Shizuku elle a du mal à être dans la réalité. C'est un peu, en grosso modo, ici, on va dire le point d'ancrage principal. D'emblée, on la voit, donc le nez dans le livre, etc. C'est l'été, mais bon, elle préfère quand même passer plus de temps à lire que faire autre chose, quand bien même elle est avec sa meilleure amie. Et du coup, elle arrive même à imaginer, à idéaliser une peut-être relation avec un garçon qu'elle ne connaît pas. Ça, c'est un peu vieillot, dans le sens, c'est la fille qui cherche vraiment l'amour, mais un amour qu'elle va peut-être déjà mettre en place comme ça dans sa tête avant de connaître la personne. Bon, il s'avère que ça va à peu près matcher, hein, j'en dis pas plus, parce que l'artiste est là, hein, Seiji, il est luthier, donc il joue aussi de la musique, et la musique va les rapprocher, la littérature, l'art en sens large. Ok, c'est un petit peu facile dans des grosses ficelles, mais ça permet de rêver, d'avoir un beau feeling feel good, qui est parfait hein, à voir en période estivale. D'ailleurs, le film s'y déroule, hein, avec un peu la reprise après, où d'ailleurs la réalité scolaire va se mettre, on va dire, frontalement face à Shizuku qui va devoir faire des choix. Un film de choix aussi. Hein. Vous arrivez à l'adolescence, 14 ans, bon, et tout, l'amour peut-être, l'avenir aussi, voire les deux peut-être ensemble ou non. Ça va pas être facile, va falloir attendre, va falloir prendre de la hauteur, etc. etc. Et là-dessus d'ailleurs la fin est très réussie, quand bien même elle confirme l'ambiance très avec laquelle j'ai du mal à accrocher hein, du film, mais ça c'est très personnel. Voilà, il faut prendre de la hauteur, mais elle ne veut pas être un fardeau. Il y a cette allégorie de monter à vélo une pente haute, et elle veut... Est-ce que le garçon veut la porter vers le haut? Vous voyez un petit peu l'idée quand même. Ça donne l'impression que pour réussir sa vie, y compris amoureuse, il faut avoir une situation, avoir du boulot, et donc pouvoir construire cela comme ça. Le message du film donnerait l'impression, c'est que ce n'est pas que être artiste qui compte, c'est aussi se donner les moyens d'y réussir. Passant par l'abnégation, hein, l'attente, les années, les études, c'est le message final. Quand bien même que l'amour soit là, attention, après il faudra savoir s'armer de patience. Donc finalement, c'est dans l'idée de prendre de la hauteur pour réaliser ses rêves, sur cette fameuse colline, hein, donc Tama, mais garder les pieds sur terre, et pour cause, parce que c'est pas parce qu'on observe les belles choses, magnifiques, lever ou coucher de soleil, je sais pas trop, un magnifique panorama, mais attention, panorama d'avenir vers l'horizon,
il va falloir s'accrocher un petit peu. On est là, on a le point d'ancrage, mais il va falloir attendre un petit peu pour profiter de cela. Et c'est bizarre parce que le film joue un petit peu sur cet effet, mais va aussi dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'à un moment, donc elle va écrire, elle va fantasmer là aussi l'histoire du baron, là, la statue du chat, et on va voir donc ce qu'elle écrit en image, avec ce baron animé qui parle et tout. Et là on est dans le royaume des chats, hein, un peu en avance. D'accord, mais c'est ça qui va l'aider dans son imaginaire à peut-être reprendre un petit peu contact avec le réel. Mais finalement le film, à part ce message sur l'avenir, il faut travailler, il faut s'accrocher quoi, n'est pas trop dans la réalité non plus. Donc c'est un peu cet entre-deux qui me fait dire que c'est pas abouti. Quand bien même, donc sur le plan artistique, Cara Design, c'est très très habituel. Je pense que ça aurait mérité un meilleur travail sur ce point, mais c'est pas le plus important. C'est sûr, donc l'atmosphère globale, c'est fort réussi. On voit que donc, le réalisateur avait quelque chose déjà, et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu en voir plus de lui. On va saluer aussi à la photographie Atsushi Okui et à la direction artistique Satoshi Kuroda, parce qu'on voit évidemment que bon, Kondo lui a dessiné les personnages plus, finalement bon, quand on y pense c'est pas le plus réussi du film, mais la narration non plus. Mais on va finir quand même arriver au bout, à s'être rattaché, je me suis dit, arriver sur le générique final. Bon, c'était sympatoche quand même. Voilà, ça donnait déjà une belle pulsation de ce qui aurait dû être peut-être une belle carrière. En tout cas, il savait y faire, c'est sûr, mais bon, malheureusement, voilà, il n'a pas pu continuer, puisque 3 ans après, il nous quittera. Voilà, rien de plus, hein, finalement. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur Si tu tends l'oreille, un film qui est intéressant quand même à voir ou à revoir. Le titre anglais est d'ailleurs assez particulier, parce que je crois que, pour le coup, le titre français est proche de la version originale, mais en anglais, c'est Whisper of the Heart, le murmure du cœur. C'est joli aussi. Si tu tends l'oreille, murmure du cœur, la musique, l'espoir peut-être, écouter son cœur, ok. Et puis les aspects artistiques sont bien menés, hein, au-delà des imaginaires de ses écrits. Il y a aussi donc, le Country Road version japonaise, que j'aime bien. Le moment où ils vont tous jouer ensemble alors qu'elle va se mettre à chanter, lui au violon, et puis il y a les amis du grand-père, le grand-père qui débarque pour faire un petit bœuf avec eux. Ça c'est bien. Voilà, j'aime bien aussi cette sorte de bibliothèque, ce truc d'antiquaire là, antique, c'est le cas de le dire, où il y a la statue du baron. Ça passe bien tout ça quand même, hein. Visuellement c'est beau, il n'y a rien à dire sur ce point, et puis ça utilise bien les espaces de cette ville nouvelle, justement, ville nouvelle vers un nouvel avenir peut-être. Mais bon, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Si tu tends l'oreille, si vous l'avez vu et revu. Si ça fait partie de vos Ghibli préférés, n'hésitez pas à vous exprimer, à défendre le film, que certes je n'ai pas mis vraiment ici, ni au pilori, ni au sommet, mais c'est vrai que je suis un peu tiède, hein, il faut l'avouer, sur cette œuvre. Mais bon, ça arrive, on ne peut pas tout apprécier de façon extrême et de façon égale, hein, c'est la vie. Et pourtant, j'aime beaucoup Ghibli. Allez, je vous laisse taper votre petit commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao. Na, na, na.